Ligue Guillotin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 7 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous voici réunis pour clore en première lecture ce texte si particulier qui aura vu émerger des débats, ça a été dit, d'une grande intensité, où le respect a cependant toujours prévalu. Sur ces sujets qui touchent à l'intime, je tiens à souligner la qualité des débats qui se sont tenus ces 2 dernières semaines, avec l'éclairage indispensable de nos 4 rapporteurs dont je salue le travail. Et même si je ne partage pas toutes ces convictions, je souligne et salue les qualités pédagogiques de Madame Jourda sur des points qui m'étaient et qui nous étaient souvent un peu éloignés. Cette 3e grande révision des lois bioéthiques a été l'occasion pour nous d'évoquer des sujets aussi sensibles que la naissance, la mort, la maladie, le désir d'enfant, l'intérêt de l'enfant et ainsi des barrières éthiques que nous souhaitons poser au progrès de la science. Quand je dis « nous », je parle de la société tout entière, mais aussi des sénateurs qui composent cette Assemblée et qui s'efforcent avec conviction de la représenter. Car il n'est pas aisé, et on l'a vu tout au long de ces débats, pour un parlementaire de trancher sur des sujets aussi sensibles. Il y a eu chez certains une forme d'appréhension légitime à l'approche de ce texte. Mais c'est le choix qu'a fait la France de confier aux représentants du peuple la responsabilité d'ériger des lignes rouges à ce que la science peut faire, considérant que l'élection démocratique nous octroie cette légitimité qui ne vaut en aucun cas mandat impératif. Et c'est aussi à travers de la diversité de nos valeurs, de notre propre histoire et celle de nos familles que nous sommes en capacité d'énoncer l'interdit. C'est porté par cette complexité que nous nous sommes astreints à légiférer en gardant toujours à l'esprit l'intérêt général, ce que nous comprenons de la société et ce qu'elle souhaite pour son avenir. Pour ma part et pour la majorité de mon groupe, j'ai l'intime conviction que la société est prête à accueillir en son sein des familles fondées non pas sur la seule approche biologique, mais sur une approche affective de la parentalité dans toute sa diversité. Ma propre éthique m'a poussée tout au long de ces débats à toujours défendre la capacité des femmes à décider de ce qui est bon pour elles, pour leur enfant à naître, à respecter leur désir de parentalité et leur résistance aux différentes pressions sociales qui s'exercent. Ainsi, j'ai 2 grands regrets de cette première lecture. Pour que la procréation médicalement assistée soit un droit réel pour toutes les femmes, il est indispensable que le remboursement ne soit pas restreint aux seules demandes fondées sur une pathologie médicalement prouvée. D'une part, parce que l'on maintiendrait alors une rupture d'égalité, tout simplement entre celles qui peuvent payer et celles qui ne le peuvent pas. Et d'autre part, parce que la cause d'infertilité n'est pas toujours médicalement prouvée, y compris pour les couples hétérosexuels. Ensuite, s'agissant de la conservation des ovocytes, le vote s'est malheureusement cristallisé autour de la possibilité ou non de réaliser cette procédure dans des établissements à but privé à but lucratif. Notre groupe, le RDSE, a voté en majorité contre l'article 2, non pas par rejet de l'autoconservation ovocytaire pour lequel il était favorable, mais par rejet d'une procédure qui, si elle était effectuée dans les établissements à but lucratif, ferait craindre pour la majorité d'entre nous une forme de marchandisation qu'elle rejette. Le débat, quant à lui, s'est concentré sur des pressions sociales subies par les femmes, pressions qui s'accentueraient en cas de généralisation de l'autoconservation de gamètes. C'est peut-être vrai que les femmes subissent des pressions sociales, tantôt pour fonder une famille, tantôt pour privilégier leur carrière. Il est salutaire d'en débattre, mais pas de les brandir comme un argument suffisant et rejetant l'incapacité des femmes à décider pour elles-mêmes. Aussi, j'espère que la 2e lecture nous permettra de nous entendre sur une rédaction plus ouverte sur l'autoconservation des ovocytes sans critère médical. 3 autres sujets méritent un commentaire, un lien avec la PMA et notamment la fécondation in vitro. D'une part, si les débats sur la PMA post-mortem ont été empreints de beaucoup de respect et de dignité, je suis favorable et je l'ai exprimé à son autorisation et ne peux donc pas me réjouir du vote très serré qui a conduit à son rejet. Il en est de même pour le double don de gamètes qui pouvait offrir une réponse aux couples doublement stériles et infertiles. Et pour le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie qui pourrait permettre aux femmes ayant subi de nombreux échecs de limiter le risque de fausse couche lors de l'implantation de nouveaux embryons. J'en viens maintenant aux questions de filiation.
si je suis farouchement opposée à l'article 4 bis introduit en commission qui pénalise l'enfant né d'une GPA à l'étranger. En interdisant la transcription de son acte de naissance en droit français, je regrette également le choix fait par la majorité sénatoriale concernant l'établissement de la filiation dans le cas des PMA de couples de femmes. La rédaction initiale de l'article 4 semblait tout à fait satisfaisante en permettant la double filiation maternelle par déclaration anticipée de volonté, tandis que la filiation par adoption pour la mère d'intention ne me semble pas aller dans le sens du progrès. J'achèverai mon propos en saluant l'interdiction en séance des tests génétiques à visée commerciale. Des doutes demeurent, me semble-t-il, sur la fiabilité et la confidentialité de ces tests et des données. Et après des débats riches et argumentés, je reste convaincue que le recueil d'informations génétiques doit rester circoncis au milieu médical. En résumé, comme certains l'ont dit, symbolisé par des chimères politiques qu'un tel texte peut engendrer, car les clivages droite-gauche ne tiennent plus et les appareils de parti n'y ont plus leur place, ce texte ne satisfera globalement probablement personne. Si mon propos liminaire faisait l'éloge de nos débats et ma revue des articles mentionnait de nombreux désaccords avec la majorité sénatoriale, ma conclusion fait la synthèse du rôle qui a été le nôtre ces 2 dernières semaines. Nous avons dû faire des choix, prendre des décisions qui impacteront la vie intime de nombreux Français. Pour eux, le groupe RDSE ne peut se résoudre à rendre une copie blanche. Nous avons débattu en bonne intelligence, les conditions ont été réunies pour l'examen de sujets aussi sensibles que complexes. Nous ne pouvons donc nier ce débat qui a eu lieu et les avancées notables qu'il a fait émerger malgré nos nombreux désaccords. C'est pourquoi le groupe RDSE votera en majorité pour l'adoption de ce texte. Et puisque l'occasion nous est donnée, une fois n'est pas coutume, d'examiner un projet de loi en procédure normale et non en procédure accélérée, nous profiterons de la 2e lecture pour tenter de vous convaincre. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est